Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons de chaque instant précieux que nous offre la vie. Si tu es ici, c'est parce que tu veux des tips pour profiter pleinement de chaque instant. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de bienveillance et de tolérance. Deux termes qui sont un petit peu galvaudés actuellement. J'ai envie de vous parler de comment ne pas se laisser submerger par les émotions et la peine infligée par les autres, surtout quand ce sont des proches. Comment réussir à lâcher prise face à un lynchage en collectif et comment se détacher des attaques personnelles et se protéger sentimentalement. Parce que c'est pas évident. Vous savez, des fois on a des groupes de discussion, ça peut être sur Instagram, sur Messenger, sur Facebook, enfin sur WhatsApp, et ça peut être entre amis, entre collègues, au sein de la famille, et parfois on est tellement en confiance qu'on partage tout type de sujet, il n'y a pas de tabou normalement, et en fait on peut parfois se rendre compte que certains sujets sont plus tendus que d'autres, sont finalement plus sensibles, et en fait on peut se retrouver avec des personnes qui sont violentes dans leurs propos, et ils ne mesurent pas la portée des mots choisis, la violence que ça peut engendrer, et comment ça peut blesser, comment ça peut faire mal, surtout quand au départ les échanges se font de manière on va dire fluide, et que petit à petit on a la tension qui monte, et on a surtout ce qui apparaît, des attaques personnelles. C'est souvent quand la personne est à court d'arguments d'ailleurs, et c'est dommage d'en venir jusque là. C'est comme si verbalement on en venait aux mains en fait, donc c'est compliqué, c'est une situation difficile à gérer, et pas plus tard qu'aujourd'hui j'ai eu l'occasion de discuter. Enfin, au départ on avait échangé sur la notion du travail, parce que j'ai un ami qui critiquait les dernières directives du gouvernement, notamment Olivier Véran, qui disait, il me semble, travail, ordre, progrès. Et donc il faisait une sorte d'assimilation justement à la dictature, à la Gestapo, au SS, quand ils venaient chercher les résistants. Et du coup, ça c'est quelque chose qui est compliqué, enfin qui est bizarre en fait de faire un tel rapprochement. Faut quand même mesurer les propos. En France, on a encore la chance d'être dans une démocratie, on n'est pas dans une dictature, en tout cas pas encore. J'ai toujours du mal avec ce terme-là, parce que pour avoir vécu quelques années de mon enfance au Vietnam, où pour le coup c'est vraiment c'était une dictature, et on endoctrine toujours actuellement la population, notamment autour de la notion du travail et de la famille. Bon, je rentrerai pas plus dans les détails, mais c'est vrai que les mots, les mots ont un sens, et il faut les choisir en fait de manière précise. Et donc en fait de là c'est parti sur le travail, sur le fait que effectivement en France les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, et il y a des choses à faire, il y a une réforme à faire. Elle n'est pas forcément voilà, on sait tous la réforme des retraites que elle n'a pas été faite de manière concertée, et c'est bien dommage, mais elle a été votée, promulguée, et maintenant il faut faire avec ça, il faut avancer et trouver des solutions pour que on puisse prendre en compte au mieux les critères de pénibilité, qu'on puisse voilà, ça c'est des choses sur lesquelles
il va falloir que le gouvernement s'y attelle. Mais bon, c'est pas le sujet du podcast. Là, c'est plus que la discussion s'est envenimée parce qu'en fait, il y a juste des faits ou des constats qui sont amenés sur la table et qu'en fait, ça part dans un délire, dans des attaques personnelles. Alors que ça ne le devrait pas, on est censé être bienveillant et tolérant et je trouve ça dommage qu'en fait les gens avec la véhémence des propos, avec la tension qu'il peut y avoir, et bien finalement oublient presque le respect et l'estime que chacun doit se porter. Et parce que la tolérance, c'est quand même garder cette ouverture d'esprit et accepter que l'autre n'a pas forcément la même opinion que vous. Et c'est pas grave si à la fin chacun est campé sur ses positions ou chacun a ses points de vue et c'est pas grave. Le but, c'est pas d'emmener l'autre vers son idée et il faut juste accepter les divergences de points de vue. Enfin, on est humain. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup touchée. Normalement, c'est pas des choses qui sont censées me toucher, mais plusieurs fois dans la journée, en y repensant, j'en suis venue à pleurer. Et je me suis dit finalement, pourquoi pleurer pour des choses qui sont indépendantes de ma volonté, qui ne vont pas impacter dans ma vie, qui ne vont pas impacter ma vie dans les 5 prochaines années, que je peux avancer et je peux éviter de noircir le tableau et de me pourrir le reste de ma journée. C'est de ça que je veux vous parler. C'est de ce genre de situation où vous vous retrouvez oppressé, vous vous retrouvez au centre de l'attention parce que vous avez simplement voulu recentrer le débat ou essayer de faire l'avocat du diable, peut-être de manière maladroite, mais en aucun cas c'est le comportement que les autres ont pu avoir ne doit vous impacter en fait sur votre morale et vous ne devez pas le prendre pour vous. Même s'il y a des attaques personnelles, ça ne doit en rien vous pousser en fait à vous sous-estimer ou quoi que ce soit d'autre, ou à vous dénigrer. Et moi je vous invite en fait à vous détacher de ça, à prendre du recul et de la distance, à couper court en fait à la conversation. Ne pas chercher à alimenter plus le feu parce qu'en fait les personnes qui sont à ce moment-là dans le feu sous le feu des projecteurs continuent en fait à se dire qu'ils ont raison et à garder leur point de vue et vous en fait qu'importe les arguments que vous avancerez, et bien finalement ça ne servira à rien. Donc vraiment détachez-vous de ça et faites en sorte de continuer sur votre chemin, sur votre lancée. Soyez heureux et moi je vais vous parler du fait, c'est passé un petit peu sur les réseaux. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais c'est l'histoire d'un âne et d'un tigre, vous savez, ne pas discuter avec les ânes. Je vous raconte la petite histoire. L'âne dit au tigre : « L'herbe est bleue ?» Le tigre répondit : « Non, l'herbe est verte. » La discussion s'est échauffée et les deux ont décidé de le soumettre à l'arbitrage. Et pour cela, ils sont allés devant le lion, le roi de la jungle. Déjà avant d'atteindre la clairière de la forêt, où le lion était assis sur son trône, l'âne se mit à crier : « Son Altesse, est-il vrai que l'herbe est bleue ?» Le lion répondit : « C'est vrai, l'herbe est bleue. » L'âne se dépêcha et continua : « Le tigre n'est pas d'accord avec moi et me contredit et m'agace. S'il vous plaît, punissez-le. » Le roi déclara alors : « Le tigre sera puni de 50 silences. » L'âne sauta joyeusement et continua son chemin, comptant et répétant : « L'herbe est bleue. » Le tigre accepta sa punition, mais avant il demanda au lion : « Votre Majesté, pourquoi m'avez-vous puni ? Après tout, l'herbe est verte. »
Le lion répondit « En fait, l'herbe est verte. » Le tigre demanda « Alors pourquoi tu me punis ?» Le lion répondit « Cela n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe est bleue ou verte. La punition est parce qu'il n'est pas possible pour une créature courageuse et intelligente comme vous de perdre du temps à discuter avec un âne et en plus de cela, venir m'embêter avec cette question. La pire perte de temps est de se disputer avec l'idiot et le fanatique qui ne se soucie ni de la vérité ni de la réalité, mais seulement de la victoire de ses croyances et de ses illusions. Ne perdez jamais de temps avec des arguments qui n'ont pas de sens. Il y a des gens qui, peu importe la quantité de preuves que nous leur présentons, ne sont pas en mesure de comprendre. Et d'autres sont aveuglés par l'ego, la haine et le ressentiment et tout ce qu'ils veulent. C'est avoir raison, même s'ils ne l'ont pas, même s'ils le sont pas. Quand l'ignorance crie, l'intelligence se tait. Votre tranquillité vaut plus. Donc c'est plutôt intéressant, voilà, de se dire qu'en fait, ces gens-là n'en valent pas la peine. Ces gens-là ne valent pas, ça ne vaut pas la peine de se lamenter sur son sort et de crier à l'injustice ou au fait qu'on s'est mal comporté avec vous ou on vous a maltraité avec des mots violents ou ça n'était pas très sympa de leur part. Donc, passez à autre chose. Et moi, je tiens, voilà, j'avais seulement rappelé, en fait, au cours de la conversation, de ce débat stérile et de cette dispute inutile, finalement, j'avais osé dire que le déterminisme social, c'était pas une fatalité. Et parce qu'en fait, bien entendu que le déterminisme social existe, mais on peut tenter de s'en échapper. On peut faire en sorte de ne pas reproduire certains mécanismes sociaux. C'est possible de passer d'une classe à une autre. Effectivement, ça concerne un pourcentage faible, mais c'est possible. Et c'est ce qu'on appelle le principe en fait de transclasse. Et dans cette idée, en fait, c'est le fait que on reconnaît que les classes sociales, elles sont déterminantes pour les individus et que quand on change de classe sociale, il ne s'agit pas seulement de passer d'un monde, en fait, comme on dit, de dominer, à un monde de dominant, mais d'essayer de comprendre ce qui se joue lors de ce passage d'une classe à l'autre. Et on peut avoir l'illusion que ceux qui sont au pouvoir, en fait, ce sont des personnes qui sont dominantes, mais en réalité, elles sont elles-mêmes dominées par leurs passions, les affects, et ça les a rendues finalement aveugles à l'injustice et à la misère sociale. Et donc, quand on est dominé dans sa classe sociale, eh ben, c'est pas nécessairement synonyme d'une servitude, d'une passivité, mais il peut y avoir une lutte pour faire reconnaître sa dignité, sa valeur et ses droits. Et c'est ça que moi, en fait, je prône. C'est le fait que, finalement, ça fait partie de la culture aussi orientale, et à l'inverse de la culture occidentale, c'est qu'en fait, on accepte notre sort, mais on fait en sorte d'améliorer à notre échelle, petite échelle, nos conditions de vie, d'améliorer et de la rendre meilleure et plus belle, et d'essayer de passer à l'autre niveau social, mais sans violence, sans haine, et tout en douceur en fait, avec ses propres outils, avec ses propres moyens. Et donc c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de savoir si la personne qui a connu cette ascension sociale n'est pas abaissée ou dégradée moralement ou politiquement, ou s'il ne soucie pas vraiment de ce qui se passe dans les classes sociales défavorisées. Et moi j'avais été touchée du coup par les attaques personnelles ce matin, parce que je me suis dit mais c'est quand même fou, je suis quand même une des personnes, je suis quand même bien plus placée pour savoir ce qu'est le déterminisme social. Je suis quand même née dans un pays très défavorisé, dans une famille très pauvre. On avait un bol de riz pour 3 jours pour toute la famille, et donc je sais quand même ce qu'est la pauvreté, et le fait que à cause de ça on m'a mis à l'adoption, et même au sein de ma famille adoptante, mes parents ont galéré. Ma mère est fille d'ouvrier, et ma mère, sa mère était mère au foyer, et mon père a vécu la même chose. Mon père avait une mère au foyer et un père cheminot qui galérait, et ils ont chacun vécu la guerre, et
ils s'en sont sortis, en fait. Ils ont réussi à faire des études et à réussir. Et, et même quand je vois mes sœurs qui vivent au Vietnam, qui ont réussi à se sortir de la pauvreté, qui voilà, au départ étaient femmes de ménage, pour gagner un petit peu leur vie, et qui finalement ont réussi à s'en sortir, actuellement à être horticultrices et fleuristes, de dire qu'elles ont eu le soutien de leur famille ou des capacités intellectuelles, sachant qu'elles n'ont pas été à l'école et que les parents n'ont pas pu les aider. Elles n'ont eu de soutien de personne, elles sont sorties par elles-mêmes et elles ont le mérite, voilà, d'avoir été acharnées au travail et à voir que le travail payait et qu'en étant endoctrinées dans ce pays, qu'est le Vietnam, eh bien elles ont réussi à s'en sortir et tant mieux pour elles. Mais d'essayer de se mettre à leur place en disant, tu penses vraiment que ça aurait été pas plus facile pour elles d'en être déjà là où elles étaient maintenant, plutôt que de traverser toutes ces épreuves. Mais qui est-on pour se mettre à la place des gens ? Moi je leur ai demandé en fait à mes sœurs. Elles sont très satisfaites de leurs conditions de vie et de travail. Elles ne cherchent pas à devenir très riches. Elles sont très contentes d'avoir leur travail actuel. Pour elles n'ont pas galéré. Elles ont dit on a juste fait ce qu'on devait faire et on est content d'en arriver maintenant. On est maintenant dans de bonnes conditions. On n'est pas pauvre, on n'est pas riche, mais on est bien et on est heureux. Et c'est ça le plus important. Et donc pour en revenir sur l'individu en lui-même, c'est vrai que l'individu, en fait, il n'a pas de valeur stricte, au sens strict du terme. Un individu va se définir par ses relations, par son rapport au monde extérieur, par la place qu'il occupe dans la société. Et donc, il aura toujours... En fait, il y aura toujours cette dynamique de relation, de passage, d'échange en fait avec les autres, et on ne peut pas se définir en tant qu'individu sans penser en fait le monde social dans lequel on se situe. Et donc c'est important en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches sociologiques qui ont été menées, et il y a quand même une grosse différence à faire entre transclasse et transfuge de classe, parce que le concept de transclasse englobe toutes les formes de passage de classe, et on peut pas parler de ces termes-là sans dire que le concept de transclasse ne vaut pas que pour les transfuges de classe, mais qu'il englobe vraiment tous les cas de figure, que ça soit l'expulsion ou la propulsion par le milieu, c'est-à-dire le fait de se retrouver dans une autre classe sociale par exemple, mais parce qu'il y a eu des leviers pour ça, il y a eu des actions qui ont été faites pour pouvoir y parvenir. Et c'est important de faire la différence entre ces deux choses-là, sur le fait aussi que au sein d'une classe sociale, en fait, on développe un sentiment d'appartenance. On développe forcément un attachement. Et évidemment, quand je disais qu'il y a la lutte des classes, elle existe, et c'est pas maintenant qu'elle va s'arrêter, enfin pas pour le moment, parce que il n'y a rien pour l'instant qui est fait pour que la lutte des classes s'achève. Et cet affrontement, il est actuel, c'est seulement un constat. Et c'est vrai que il y a une mineure partie de la population qui possède l'ensemble des richesses, tous les capitaux, et une grande majorité de la population qui ne détient pas ces capitaux, qui est dépossédée. Et on va essayer de s'efforcer d'effacer cette notion, de dire que c'est archaïque, que quand on est au bas de l'échelle, c'est compliqué de gravir les échelons. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire de tous les, les self-made man ou self-made woman qui ont tout donné, qui étaient au bas de l'échelle sociale et qui ont réussi à gravir les échelons, et qui aujourd'hui sont très riches, mais parce qu'ils se sont donné aussi les moyens. Et c'est ce qu'on appelle, c'est le concept même de la mobilité sociale. On dit que c'est un euphémisme, mais parce qu'on présuppose que les individus ils peuvent bouger et qu'ils sont mobiles. Mais en fait, c'est la société qui l'est et pas l'individu. Et il n'y a pas, on dit bien, il n'y a pas de mobilité sans qu'il y ait de personnes mobiles, en fait, sans qu'il y ait de... C'est un concept qui est quand même hyper abstrait et qui omet
les crises, les difficultés, les différents conflits qu'il peut y avoir, tout ce qui peut exister, les entraves en fait au passage d'une classe à une autre. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est quand même assez douloureuse parce que une personne qui va passer d'une classe à une autre en fait va être discriminée, exclue par les anciennes personnes avec qui il était dans la classe inférieure, et dans la nouvelle classe en fait ça va être aussi le petit mouton noir ou le petit canard gris. C'est là où la notion de tolérance en fait elle doit rentrer en compte en fait, et le fait que c'est vrai qu'on a le terme de méritocratie c'est galvaudé avec le temps, hein. C'est vrai que c'est pas le fait de nier le déterminisme parce qu'il existe, mais c'est de montrer qu'en fait on est toujours en fait dans des systèmes déterminés où on va avoir on va essayer de dire que telle ou telle personne mérite telle ou telle situation parce qu'elle a fait ceci ou cela de plus par rapport à une autre. Et c'est juste le fait finalement tout simplement qu'il y a différentes déterminations qui se sont succédées et qui conduisent à reproduire les mêmes schémas familiales, et c'est ça qu'on dit être un déterminisme. Le fait qu'il n'y ait pas de libre arbitre. Le fait que on ne pourrait pas se fabriquer soi-même, que c'est pas une notion transcendante, que c'est pas quelque chose de divin. Et mais non. En fait, il faut juste dire que le déterminisme, c'est pas une fatalité. Que si on veut s'émanciper d'une situation, il faut plutôt penser les causes qui sont produites et les effets qui sont les conséquences de ces causes. Parce que c'est ça qui va déterminer finalement la situation finale. Sortir du déterminisme social, c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Et ça implique beaucoup de sacrifices, ça implique des prises de risques. C'est aussi, c'est aussi se dire non. Je ne veux pas qu'on me catalogue dans une case, qu'on m'emprisonne dans une case. Et effectivement, si on oublie en fait le contexte social, on peut pas avancer. Ça, c'est sûr. C'est sûr que nous, on est des êtres humains, on se reproduit, et donc on reproduit des schémas, on reproduit un modèle social. Et chacun en fait va mener sa barque, on va dire, et mais chacun est libre de ses choix et de son destin, et donc c'est comme ça en fait que on peut essayer de contrer que le déterminisme que ce n'est pas une fatalité. C'est parce que on reconnaît le fait que les chances ne sont pas égales pour tous à la ligne de départ, qu'on est tous différents et qu'on est nés avec des inégalités, qu'on peut arriver à dépasser ça. C'est pas en essayant d'aligner et de lisser et de faire en sorte qu'il y ait le moins de différences possible. C'est justement en acceptant les différences qu'on arrive en fait à dépasser tout ça. Et pour en finir en fait avec ce sujet, avec ce podcast qui me tenait très à cœur parce que cette journée a été très éprouvante sur ce sujet et que j'avais envie de le partager avec vous, de vous dire que vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de ce que vous faites, vous êtes libre de quitter votre travail, vous êtes libre de vous reconvertir, de faire des formations, vous êtes libre de couper les ponts avec des gens qui n'en valent pas la peine, de couper les ponts avec des gens qui sont violents verbalement avec vous. Vous êtes libre d'être en paix avec vous-même, vous êtes libre d'écouter votre propre voix intérieure, vous êtes libre de cesser une activité qui ne vous amène pas de joie, qui ne vous assure pas la sérénité. Vous êtes libre en fait de tout. En fait, vous êtes maître de votre vie.
Vous êtes maître de votre destin et il n'y a que vous qui pouvez prendre ces décisions et vous n'avez pas à être influencé par les autres. Vous n'avez pas à être rabaissé, dénigré ou quoi que ce soit de mauvais envers vous et vous devez refuser ça. Et comme dirait une femme politique qui a sorti son livre récemment, dont je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais elle a raison sur le titre de son livre, refuser la cruauté du monde. Ça c'est important et c'est la chose que je retiendrai et que j'ai envie de vous partager. Voilà, je pense très fort à vous et à toutes les personnes qui subissent ce genre de lynchage. Tenez bon, vous avez de la valeur, vous savez ce que vous pouvez aller et ça s'arrête là. Vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit, vous n'avez pas à prouver votre valeur et prenez soin de vous.